Le Parti socialiste arrive avec un programme qui s'annonce comme un programme contre le capitalisme. Oui, vous avez bien entendu les copains. Le Parti socialiste est en train de nous faire croire qu'ils sont très 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 de gauche, qu'ils incarnent la rupture et que grâce à eux, les lendemains vont chanter. Ça va être la fin du capitalisme, la fin de l'exploitation. Vraiment, tout le monde y croit. Ils ont présenté un document de travail qui a surpris tout le monde parce que très à gauche. Tout le monde sauf peut-être les personnes qui commençaient à se dire attention, le PS va revenir, ils vont essayer de se présenter comme l'alternative à Macron, etc. Bref, on va regarder tout ça. Au programme, ça va être présentation de leur programme et interview de Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder le Parti socialiste, le couteau entre les dents, prêt à aller découper des patrons? Ouais, bah, je suis prêt, j'attends que ça. Mais tout le monde attend que ça depuis leur congrès d'Épinay en 71, hein, parce qu'ils le disent à chaque fois, et ils le font jamais. Donc, bon, Oh non! voilà, plus jamais PS, une fois de plus. Voilà, nous, on prévient, hein, on a fait tout ce travail-là pour montrer que ils allaient encore vous faire le coup d'être de gauche, en fait. Voilà, si nous, on avait considéré qu'il était définitivement mort, on n'aurait pas fait toute cette campagne autour du plus jamais PS. Le but, c'est de vraiment ne plus jamais faire d'alliance à gauche avec lui et de ne plus croire à ce qu'il raconte. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit, on avait nous-mêmes anticipé que de toute façon, les débris du macronisme les obligeaient à se positionner en opposition à Macron, je sais pas comment dire, et à la crise que Macron incarne, c'est-à-dire 10 ans d'un espèce de libéralisme, de néolibéralisme qui était déjà dans le mandat Hollande, qui ne fonctionne pas, qui n'a pas réduit le chômage, qui n'a pas réduit la pauvreté, qui n'a pas fait de la croissance. Enfin, vraiment, il faut comprendre qu'il y a 10 ans de macronisme qui est une catastrophe sur le plan politique et économique, quoi. Donc, comme on disait, tu sais, en 68, après De Gaulle, 10 ans, ça suffit. Je fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai toujours trouvé que, en fait, De Gaulle, c'est la tragédie, puis Macron, c'est la farce, quoi. Vraiment, il faut qu'on en finisse avec cette 5ème République, parce que Macron est une espèce de Gaulle d'opérette, quoi, de farce, au-dessus des partis, clé de voûte de la 5ème République, ni droite, ni gauche, technocratique, ce qu'avait beaucoup de, tu vois, de la République de la 5ème est née là-dessus, autoritaire aussi, tu vois, contre le Parlement et tout. Et ben là, en fait, on a De Gaulle, mais version farce. D'ailleurs, il fait des porte-avions qui s'appellent la France Libre. Je pense que voilà, faut vraiment aller au bout de ce truc-là. Macron est un De Gaulle de farce avec qui la 5ème République doit finir, quoi. Et donc, un PS qui, lui, est obligé de se positionner à gauche de Macron. Alors là, ils vont se positionner très très à gauche, on va le voir. Zoé a failli prendre sa carte. Ah Voilà, oui, oui, je suis à deux doigts, hein. tellement ils étaient à gauche, quoi. Voilà. Les deux majeurs, globalement. Du coup, on va voir que ça risque de bouger. Mais voilà, en tout cas, il y a cet effort-là. Et cet effort, sans mauvais jeu de mots. Et l'effort le plus important à gauche, c'est la ligne forte, celle qu'on va voir maintenant. Et on va voir quelle partition ils essayent de nous jouer. Voilà. Je te propose qu'on commence par un petit extrait de France Info, notre chaîne d'information continue de l'audiovisuel public préféré. Oui. Le glorieux service public audiovisuel. Le glorieux service public d'ultra-gauche selon la presse de Bolloré. Voilà. Évidemment. Qui va nous résumer un petit peu le programme révolutionnaire du PS. Voilà. Dès le début de ce projet, il y a une citation: « Le temps de la social-démocratie doit être dépassé. Le monde qu'il a vu naître n'existe plus. » Je coupe. C'est une dinguerie. Déjà, ça m'intéresse. Ah bah vas-y, je te laisse développer. Non, vas-y. Ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est du blabla, de bullshit de PowerPoint, là, tu vois, je pense un peu. Mais... ça sent le science-piste, moi. Je sens le science-piste. C'est trentenaire qui sait que le monde d'aujourd'hui, il faut aller raconter que la social-démocratie est terminée. Putain, les mecs, si déjà vous étiez sociodémocrate, ça serait déjà pas mal, j'ai envie de dire. Vous êtes des sociolibéraux, vous êtes même pas des sosdem. C'est une catastrophe, quoi. C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, dans la solférinologie, c'est que, vous voyez, Zoé, pour elle, sociodémocrate, c'est Rosa Luxembourg et le parti bolchevique, tu vois, voilà. Voilà, allez. Non, même SOSDEM au sens de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est mieux que ce qu'a fait Hollande, en vrai. Les Scandinaves, voilà, bon, à la rigueur. Mais pour le PS, là, dire ça, et ça, c'est pas un hasard, c'est aller contre François Hollande. Parce que François Hollande, dans ses déclarations de lancement, ne fait que revanter justement l'idée social-démocrate, essaye de la remettre en avant avec son podcast neuf, avec d'autres gens. Donc là, ce mot-là, qui, si vous l'analysez en soi,
c'est du bullshit. Parce qu'en plus, le monde qui l'a vu naître, oui, si tu veux, c'est les trucs du nouveau monde et tout. On aimerait bien savoir ce qu'il pense du monde actuel. On va essayer de comprendre. Mais là, vraiment, refuser la social-démocratie, c'est une ligne qui dit de fort à Valo, à Nicolas Meyer-Rossignol. Ok, on va peut-être s'entendre pour y aller ensemble. Ok, je vais niquer la primaire, machin. Mais par contre, François Hollande, c'est niette, quoi. Voilà. Donc, vraiment, c'est... Déjà, dans la tactique, c'est ça qui est intéressant, c'est refuser ce mot-là, c'est refuser François Hollande. Qui, lui, va le mettre en avant. Et il y en a un autre qui va le mettre en avant aussi, qui n'est pas au PS, comme Hollande, enfin qui est loin en tout cas, c'est Glucksmann, quoi. Parti qui a donc fait vivre la social-démocratie en France considère donc que ce modèle est terminé pour le pays, n'est plus d'actualité et le parti souhaite désormais lutter contre le capitalisme autoritaire. Regarde, ils ont mis des points comme ça, lutter. Non mais sérieusement, mais les socialistes. Non mais c'est quand même un peu le culot, si je puis me permettre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir François Fillon qui me dit « Ouais, il y en a marre des politiques qui profitent, il y en a marre des gens qui payent des emplois fictifs à leurs femmes. » François Fillon, calme-toi quand même, là t'as le PS. Ah, mais... Je rappelle que ces gars sont les gars qui, il y a moins de 15 ans, ont mis en place les techniques de répression dans les manifestations qui consistent à nasser les manifestants, les maltraiter, etc. Mort de Rémi Fraisse sous le quinquennat Hollande. Et les mecs, ils arrivent et ils te mettent des points comme ça. Genre, mais non, mais sérieux, tranquille. Moi, ça m'amuse que France Info, tu sais, ils ont repris. Alors, je pense que les points comme ça, c'est France Info, tu vois, qui fait ça. Je pense pas que ça a été. Peut-être c'est dans le PowerPoint envoyé par le PS, tu vois. Ah, tu crois que c'est une imagerie de France Info ? Ouais, je pense, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris les points de un peu l'imaginaire Épinay 70, tu vois. C'est vraiment le dessin comme ça, tu vois. Mais je pense que ça fait plaisir à Ridel et Fort, parce que du coup, c'est ce qu'ils veulent incarner, tu vois. Vraiment dire, nous, tu te rappelles au congrès d'Épinay, la fameuse phrase de Mitterrand qui dit celui qui n'est pas pour la rupture, tu vois, et ben voilà, eux ils sont pour voilà, ils vont nous refaire le coup, quoi. Et prédateurs, et également les élites, l'oligarchie économique et financière, ce n'est pas sans. Ah, c'est pas mal, ça. Là, on dirait, tu sais, tout comment dire, les items un peu de gauche radicale, un peu chez la FI. Les élites, tu vois, genre contre le peuple, ça c'est assez mélenchonien. Le capitalisme autoritaire, voilà. Donc maintenant, parce qu'il existe un capitalisme pas autoritaire, Christ. Ouais, toi, tu ne savais pas, mais en fait, et prédateur. Il existe un capitalisme qui ne prédate rien. Tout à fait, on y croit. On y croit évidemment. Nous, tu vois, en tant que marxiste, on est un peu basique, tu vois. Nous, on définit les phases du capitalisme. On sait que le capitalisme, ça veut rien dire quand on veut l'analyser concrètement, mais on va l'analyser de manière matérialiste, qu'on va dire impérialiste, parce que c'est une certaine façon de faire mouvoir les capitaux et l'économie, fordien, parce que c'est une certaine... Maintenant, on met des épithètes idéalistes derrière. Autoritaire, on a Lordon avec son capitalisme totalitaire aussi, c'est vraiment... il va finir par rejoindre le PS, lui, voilà. Mais voilà, le capitalisme autoritaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ce côté autoritaire ne veut rien dire, il est toujours autant exploiteur qu'il soit autoritaire ou non. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne résout aucune crise en le définissant comme autoritaire. Enfin, c'est vraiment... Mais je pense que pour toute une partie de gauche, des gens de gauche, du NFP et tout, je pense que oui, ça permet de dire le capitalisme, c'est pas gentil. Et pour ça suffit pour le PS pour réapparaître à gauche. Bah oui, et tu vois, juste après, à côté, là, il y a écrit les élites. Donc, en ennemi, il y a les élites de l'oligarchie économique et financière. Donc, ils sont littéralement en train de nous refaire Mon ennemi, c'est la finance de François Hollande pendant la campagne 2012. On en a vu les résultats, les copains. On sait très, très bien ce que ça veut dire. Et en fait, tu vois, là, c'est pour ça que j'ai envie de tacler un peu. Alors, la capsule qu'on a fait, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Aurélie Trouvé qui parle à la Boétie sur les petits patrons qui, en fait, ont des intérêts de classe qui ne sont pas les mêmes que les grands patrons, etc., etc., en nous parlant de la finance comme un truc qui serait vraiment différent du capitalisme à la papa de la petite entreprise et tout. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est cette take, globalement. Désolée, c'est de dire, voilà, en fait, il peut y avoir un gentil capitalisme, en fait. C'est le capitalisme de quoi ? Des circuits courts, de la production locale, de l'exploitation dans une petite entreprise, tu vois. Est-ce que c'est ça ? Parce que contre les méchantes élites économiques et financières, parce que du coup, le patron de la Syrie à côté de chez moi, qui en a rien à foutre que les mecs se fassent broyer sous des élévateurs, lui, c'est pas l'oligarchie économique et financière. Lui, c'est un gentil gars, un petit gars, qui a une toute petite entreprise de 30 salariés, tu vois, c'est 3 fois rien. Bah oui, je suis d'accord. C'est le capitalisme dont Marine Tondelier ne sait pas se débarrasser, mais elle essaye de le rendre plus doux et plus tendre. Voilà, c'est ça. On va rappeler une citation d'un certain François Hollande. Du côté des mesures,
Augmentation du SMIC, 1690 € net mensuels. Donc ça fait une augmentation à partir d'aujourd'hui de 17%. Le côté 1690, tu sais, c'est vraiment un truc pour les gens qui bidouillent les chiffres dans les PowerPoint. Si vous mettez des chiffres ronds, ça se voit que vous avez fait ça à la va-vite. Alors que quand vous mettez des chiffres un peu précis, on s'imagine qu'il y a un calcul un peu fin derrière, tu vois. Je la connais l'astuce, quoi. Là, ils ont pas mis de virgule parce qu'ils ont dû... Voilà, mais je suis sûr qu'il y a des virgules dans tous les sens. Voilà. Donc ouais, c'est 17%, on sait pas, vous le verrez. Ça se trouve, ce sera moins. Puis après, vous verrez que c'est 17%, mais sur les quinquennats. Ça, c'est la classico, là. Ça, tu sais. Et à la fin, par rapport à l'inflation standard, vous verrez qu'en fait, c'est juste un petit décalage de 2-3%. Voilà, donc, ridicule. Écart de salaire de 1 à 20 en entreprise. Alors ça, c'est pareil. C'est des grands principes. Hidalgo l'avait. À la fin, ce sera soumis aux accords dans les entreprises. Ça, c'est voilà. Une fois qu'on n'est pas revenu sur les lois Macron, tu sais, qui obligent les entreprises à suivre. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais tu sais, l'inversion de la hiérarchie des normes chez Macron, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, c'est les accords d'entreprise qui priment sur les conventions collectives ou sur les accords de branche. Ce qui est très grave, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on peut être moins 10 ans que sa convention collective et tout. Bah voilà, une fois qu'on revient pas sur cette loi-là, bah, on peut dire oui, non, bon, on va proposer plein de trucs, puis à la fin, c'est les accords d'entreprise qui vont décider. Donc, oui, comme dans la majorité des entreprises. Y a pas de... Moi, sur ces takes, j'ai quand même des questions, genre, est-ce qu'on prend en compte le fait que les très gros cadres de grosses boîtes, on leur paye une bagnole, on leur paye des restaurants de prix, on leur paye le train, on leur paye plein de trucs. Est-ce que ça compte, ça? On leur paye un logement de fonction quand ils se déplacent, alors que, je sais pas, par exemple, vous bossez dans le bâtiment, vous êtes embauché dans une grosse boîte type Bouygues, etc. Je vous assure que vous n'allez pas avoir les mêmes indemnités de déplacement quand il faut que vous alliez faire un chantier à la semaine à l'autre bout de la France que si vous êtes un énorme cadre. Hein. Connaissant très bien des gens qui travaillent sur les chantiers, les ayant dans mon entourage extrêmement proche, je sais qu'en gros, dans ces cas-là, les boîtes, ils disent aux prolos, tu vois, aux salariés de base de l'entreprise, bah, tu as un budget de 50 € par jour. Donc 50 €, c'est pour te payer ta bouffe et ton hôtel. Hein. Et donc, il y a plein de gars, du coup, qui dorment dans leur bagnole pour pouvoir prendre les 50 € en plus sur leur salaire, etc., alors qu'ils bossent sur un chantier toute la journée. Je vous assure que quand vous êtes gros cadre d'entreprise, on ne te donne pas 50 balles de budget pour aller te loger et te nourrir quand tu es en déplacement pour ton boulot. Donc voilà, bref, au-delà de ce que tu as dit, la baise avec les accords de branche et tout, il y a aussi vraiment, plus tu as des hauts revenus, plus tu as des avantages, plus tu as des trucs qui ne comptent pas dans ton salaire, donc tranquille. Hein. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je te dis, ce sera inapplicable. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir un tissu de plein de TPE, PME, avec peu de syndicats, avec des tout petits nombres de salariés, ça empêche le progrès social en France. Donc vraiment, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure quand vous aviez parlé d'Aurélie Trouvé, vous en avez parlé ensemble, et puis vous en avez reparlé avec Padus. C'est aussi de montrer que ce tissu-là, va falloir à un moment donné le rendre progressiste par la contrainte, quoi. C'est pas simplement leur donnant des carnets de commandes, quoi. Enfin, ils vont pas demain se réveiller en disant j'ai reçu tant de commandes de l'État, donc je vais accepter qu'il y ait un syndicat dans mon entreprise, quoi. Voilà, donc ça va pas être aussi mais simple. t'es dur, Chris. Quand on a baissé la TVA pour les restaurateurs, ils ont immédiatement augmenté tous leurs salariés. C'est ça qu'ils ont fait en premier. C'est ça, exactement. Ah, ils l'ont pas fait. Ah non. Ils ont dit ils pourquoi en ont profité pour augmenter leur marge et exploiter encore plus les travailleurs. Mais non, c'est mais fou, ça, putain. Moi, je pensais qu'ils avaient les mêmes intérêts de classe que leurs salariés. Je comprends pas. Ils sont à la gorge. On continue. Également, un encadrement au niveau de l'écart des salaires de 1 à 20. En gros, le salaire le plus élevé de l'entreprise ne pourrait pas être plus de 20 fois supérieur à celui le plus faible, une manière d'uniformiser les salaires des salariés d'une même entreprise, et également la suppression de l'article 49. C'est vraiment la ligne force. Tu veux pas supprimer la 5e République plutôt que nous faire tes trucs là. Moi, j'ai l'impression qu'on est revenu au programme de Hamon. Tu sais, très à oui, gauche, c'est exactement ça. Tu vois, il avait proposé le 49.3 citoyen. Si tu te rappelles de ça, 500 000 citoyens peuvent bloquer une loi. Voilà, c'était. Mais vraiment, on est vraiment revenu à l'aile gauche du PS. Alors là, pour le coup, c'est pour ça que ça finira pas comme ça. Mais si le PS se présente avec ça, là, tel quel, ils font 5%. C'est sûr et certain. Et bien, les gens vont dire mais je comprends pas, qu'est-ce que vous racontez, il a pas du team, parce qu'en fait vous dites que le PS va être plus à gauche et que c'est comme ça qu'il va concurrencer. Oui, mais pour ça il faut qu'il ait l'aile droite avec lui du PS qui capte les macronistes, donc il va devoir trouver un consensus. Là, si le PS présente un candidat avec ce programme-là, il y aura un autre candidat PS, type Hollande, qui se fera passer quand même pour plus à gauche que Macron tel qu'il est aujourd'hui, et qui sera le Macron bis, là, le Macron 10 ans plus tard, voilà, comme Macron s'était inséré
entre la droite et puis le centre et puis la gauche qui était trop à gauche de Hamon. Voilà, donc ça, vraiment, c'est un programme de Noisette, mais c'est un programme de Noisette au sein du PS, parce que le fort est une Noisette au sein du PS, mais pour tenter de reprendre la main et de tenter de reprendre un petit peu du terrain. Alors c'est aussi quand même, ça a un intérêt, c'est pour aussi capter toutes les noisettes qui sont entre eux et la FI. Là par exemple, l'après, Tondelier, etc., là ils sont balbutiants face à ça, quoi. Tu vois, Alinéa 3 qui permet donc de passer en force à l'Assemblée nationale, vous le savez bien. On voit qu'il y a beaucoup de similarités avec les mesures des autres partis de gauche, notamment avec la France Insoumise, mais qui aurait pu prédire. Il y a un point sur lequel ils sont en désaccord, le changement, l'abrogation de la réforme des retraites, de la réforme Borne sur l'âge de départ à la retraite. Les socialistes souhaitent la ramener à l'avant-réforme à 62 ans. Et comment ça se fait qu'ils veulent la ramener à l'avant-réforme, Zoé ? Parce que c'était leur réforme, c'était la réforme Touraine. Et oui, Voilà. car le Parti socialiste a aussi fait une réforme des retraites. C'est ça, ouais, défendre le bilan de Hollande. Alors que la France Insoumise souhaite l'établir à 60 ans. Et les socialistes ont aussi dévoilé des mesures chocs sur le plan fiscal. Tout à fait, c'est le retour de la fameuse taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, une taxation de 2%. Classique, mais là ils sont au cœur du cœur. Ça c'est intéressant, c'est aussi, tu vois, le fait de mettre ça, de mettre des trucs, il y a des trucs un peu piquetis-cagés, c'est aussi que ça va être une vraie bataille politique pour eux d'avoir... Tout le monde sait que c'est un moment un peu tournant, il y a l'extrême droite, c'est le post-macronisme, etc. Ça va être clé. La FI avait ce problème-là d'avoir l'assentiment des grandes têtes, des Piketty, des KG, des machins, pour avoir quel programme est le plus cohérent, le plus sérieux. Et Zuckman, pour eux, c'est clé, quoi. Si Zuckman dit oui, le PS a le programme à gauche, le plus adapté à la crise, etc., plutôt que le programme de la FI, pour eux, ça va être important de les capter là-dessus, quoi. Ouais, et donc on a fait des vidéos sur la taxe Zuckman, n'hésitez pas à aller les voir, on rentre dans le détail pour montrer pourquoi ça fait autant péter les plombs à la bourgeoisie, alors que le truc est vraiment, je veux dire, extrêmement marginal sur son impact et son intérêt, quoi. C'est ridicule. Tout patrimoine estimé à plus de 100 millions d'euros. Également une imposition sur l'héritage, un impôt grande succession, en dessous de 200 000 euros. Pas d'impôt, mais ensuite des tranches progressives. Du côté de l'industrie, le Parti socialiste souhaite des nationalisations plus nombreuses dans des entreprises et des secteurs stratégiques de la France. Tiens non, des nationalisations. Ah là, vraiment, c'est... Pauvre Lionel Jospin qui se retourne dans sa tombe toute fraîche. Je vous rappelle que Lionel Jospin a été le Premier ministre qui a le plus privatisé de l'histoire de la Ve République. Mais écoute, visiblement, là, ils sentent le vent tourner, ils se disent « let's go, nationalisons ». Non mais on voit là, effectivement, ce que nous on dit depuis le départ. Il y a un point de départ à gauche au PS. Beaucoup plus à gauche qu'il n'a jamais été, même si Hidalgo avait mis des trucs, etc. Il y a un point de départ à gauche au PS, quel est le gauche là, pour capter les gens du NFP, qu'ils estiment à 30% de l'électorat Mélenchon. Donc tu vois, ils estiment ça à peut-être 2 millions d'électeurs, tu vois, de 2022. Les gens qui sont politisés via le NFP. Donc on rappellera aussi que toutes ces conneries là du NFP, voilà, c'est trop bien, l'union de la gauche, etc. Ça politise aussi des gens qui peuvent tomber dans les mains du PS avec ce genre d'arnaque. C'est pour ça que nous on avait fait aussi Plus Jamais PS. Voilà, c'est un peu un retour en arrière. Et du coup ils veulent capter ça. Ça, c'est pas assez suffisant pour faire un gros score. Il faut qu'ils arrivent à capter, on va dire, une aile gauche du macronisme. Donc c'est pour ça que le jeu est un peu serré, tu vois. Et là, pour le coup, là, c'est trop à gauche. Là pour le coup, c'est trop à gauche. Mais ce point de départ-là, cet ancrage-là, eh ben, il va être un problème quand même pour la France Insoumise. Parce que s'ils sortaient complètement du NFP, disons, nous, le NFP, on a fait ça de manière tactique, tu vois, la FI aurait son socle, et puis c'était à eux de construire un post-macronisme, je sais pas combien ça pèserait, etc., 10-15%. Mais là, ils vont vouloir s'inscrire au sein du cœur du NFP, on va voir, tu vois, ce que va jouer comme partition Lucie Castet, on va voir comme, tu vois, ce genre de personnes et tout. Les associations qui avaient soutenu le NFP, est-ce qu'elles iront vers la FI, est-ce qu'elles iront vers... voilà. Du coup, il va y avoir une bataille à gauche. Nous, ce qu'on annonce, une grosse bataille à gauche. Et cette bataille-là, pour la résoudre, nous, on le dit depuis le début, il faut un programme bien plus radical que le maximum de radicalité que peuvent offrir le PS, c'est-à-dire que peut offrir ce point de départ. Et les gens vont nous dire, oui, mais c'est pas le point d'arrivée du PS. Non, mais ce point de départ-là est quand même très important. Le point de départ du PS devrait être le truc le plus à droite de la FI. Et pour l'instant, c'est assez proche, voire même ça se croise. Ou du moins des participations minoritaires de la part de l'État. Du côté des valeurs, le Parti socialiste réaffirme son point de vue européiste. C'est un enjeu de souveraineté. L'Union européenne permettra
aux nations européennes de rester libres face aux grandes puissances que sont la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et pour Ça, C'est une dinguerie de citer les États-Unis en dernier dans les grandes puissances qui sont dangereuses dans le C'est monde. ça. Bon. C'est ça. pour se différencier des autres partis de gauche, le Parti socialiste réaffirme aussi son point de vue pro-nucléaire. Certes, il souhaite un mix nucléaire renouvelable, mais également le lancement de 8 nouveaux réacteurs EPR deuxième génération. Là, il y a vraiment un fight avec la FI. Hein. Là, il y a vraiment un fight avec la FI sur la gauche, etc. Donc, aussi pour mettre le PC, on l'a dit, l'Europe Écologie sous pression. Donc, voilà, il y a une lutte qui est en train de se créer là. Et on va voir comment Chloé Ridel, qui est l'instigatrice, qui est la Clémence Guettet du PS, quoi, qui est la Clémence Guettet d'Olivier Faure, du coup, la chef du programme, Chloé Ridel va nous expliquer comment ce programme a été conçu, du coup. Oui, alors Chloé Ridel, si vous vous souvenez, on a déjà fait une capsule sur elle lors de son passage sur Backseat, où notamment elle essaye de se justifier des positions sionistes dégueulasses du Parti socialiste en mentant, littéralement en mentant. Donc je vous laisse aller voir ça. Et quand même, on va se faire un petit point, parce que j'ai sorti le wiki de Chloé, vous vous doutez bien. Un petit point sur d'où parle la camarade. À votre avis, quelle étude a fait Chloé Ridel? Oui, vous le savez tous, je le sais, Chris le sait, même avant de regarder le wiki. Évidemment, elle a fait Sciences Po ENA. Évidemment. Voilà. Encore quelqu'un qui est ancré dans le réel et le monde du travail. Non, moi j'en ai marre. Normalement, c'est moi le roi des prédictions. Mais, pas moi, mais le graphique. Mais Zoé, elle est 100 fois plus, comment dire, accurate, comme on dit outre-Atlantique, en prédiction d'école, quoi. Ça, c'est à chaque fois, hein, ça tombe à chaque fois, tu les vois, les sciences pistes. Après, sur les sciences pistes, c'est pas très difficile. Ils représentent 90% des gens qui sont en responsabilité en politique, ce qui, je le rappelle, est un énorme problème. Mais bon, écoutez, un jour, on arrivera à faire en sorte d'inverser cette vapeur, par pitié, putain. Et donc voilà, Chloé Ridel, bon, pour vous dire rapidement, elle est fille d'un patron d'une boîte de commerce internet. Voilà, elle a fait Sciences Po Paris, évidemment. Elle a grandi à Nîmes, elle a fait l'ENA, évidemment. Promotion George Orwell. Sérieux, ils ont appelé une promotion George Orwell à l'ENA. Bref, ça m'étonne même pas, mais c'est un peu elle était au départ proche, moi je me rappelle, tu sais, un peu du mix, un peu souverainiste de gauche, Institut Rousseau, Le Vent se lève, tu vois, je sais pas si t'as connu cette époque-là. Et du coup, elle avait déjà un peu les dents un peu longues et elle a choisi le PS vraiment par opportunisme, assez malin, en se disant via la NUPES. Les malins de la NUPES ont compris, tu vois. Ils se sont dit, le PS est tout petit, mais il va renaître à gauche, en repartant de la gauche, tel que là. Et donc, il y a plus de place à se faire en croyant dans la NUPES de Faure 2022, hein, pas le NFP, qu'en essayant de s'insérer dans la France Insoumise, qui est déjà un gros appareil où il y a déjà plein de portes à passer, qui est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, elle a fait un certain nombre de trucs. Assez vite, elle se retrouve à bosser dans le ministère de l'économie. Elle prépare des réunions de ministres d'économie européens au moment du Brexit et tout. Bref, elle barbote dans des trucs où on décide des choses. Elle devient chroniqueuse de Backseat. Jean Massier reconnaît ses copains du Parti socialiste et leur donne des gamelles. Écoute, moi, je trouve ça sympa de partager des gamelles avec ses camarades sociolibéraux. Elle cofonde l'association Mieux Voter. Là, vous vous dites, au nom de l'association, oula, ça va être de la merde. Vous avez raison. Et c'est eux qui organisent la fameuse primaire populaire. En 2020, elle cofonde l'Institut Rousseau, qui est un think tank. Voilà, la gauche, les questions sociales, écologistes, etc. Et elle porte une campagne au nom du droit à l'emploi qui s'appelle, alors attention, vous n'êtes pas prêts pour le nom, un emploi vert pour tous. Voilà. Bon. Ouais. Donc, on sait que ça va être un peu compliqué. Et elle se retrouve députée européenne à partir de 2024, car elle est sur la liste de l'incroyable, le merveilleux, le magnifique Raphaël Glucksmann, sur lequel nous avons fait des vidéos que je vous conseille évidemment d'aller voir, notamment faire le point sur sa politique en Géorgie, qui était vraiment, c'était vraiment un emploi vert pour tous, hein, avec Raphaël Glucksmann. Et c'est là où on voit que, typiquement, leur programme ne tient pas, parce que, tu vois, Glucksmann et Ridel, ils sont sur la même liste aux européennes parce qu'ils essayent de se refaire et tout. Mais croyez que Glucksmann, il va valider ce programme-là. C'est bien trop à gauche pour Place Publique et pour son espace, quoi. Donc vraiment, le fait même qu'il se soit fait élire aux européennes ensemble, j'aimerais bien savoir ce que Glucksmann pense de la proposition du PS. Je pense qu'ils vont pas en penser que du bien, quoi.
Voilà, et donc on vous l'a expliqué un petit peu, mais pour terminer, Ridel, donc elle prend la place de la coordination du programme, hein, donc évidemment la même place que Clémence Guettet à la France Insoumise. Elle se place, etc. Et elle se définit comme membre d'une génération unioniste. Elle est très Voilà. critique de la présidence de François Hollande. Elle affirme avoir rejoint le Parti socialiste par attrait pour le nouveau PS, situé plus à gauche et promu par Olivier Faure, la noisette en chef du Parti socialiste. Donc voilà, on va regarder un petit peu Chloé Ridel, qui est invitée chez BFM, et elle est face au plus grand, au plus merveilleux, au plus incroyable des journalistes politiques français. J'ai nommé Alain Duhamel. Alain Duhamel, si vous ne vous souvenez pas, c'est le gars dont toute la famille tient l'audiovisuel français depuis genre 80 piges. Voilà, tranquille, hein, j'ai envie de dire Alain. Je vous le refais très vite, mais on a fait 2 vidéos complètes où on lit les bonnes feuilles du livre de Alain Duhamel qui analyse la politique française d'une manière extrêmement bête. Et vraiment, c'est très drôle. Allez les voir. En plus, on fait une revue de tous les gens qui sont en vue et tout. Mais je vous rappelle en gros que son frère est dans les médias. Son frère s'est maqué à une meuf qui est Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric qui est dans les médias aussi, qui a eu un enfant qui s'appelle le petit Benjamin Duhamel, qui est lui-même marié à une meuf qui est également journaliste. Bref, toute cette famille tient tout. La sœur d'Alain Duhamel s'est maquée à un gars et a accouché de Amélie Oudéa Castéra, Richard Castéra, c'est le PDG de Publicis, etc. Enfin, vraiment, Ouais. cette famille, c'est une dinguerie. Bon, Pas jugé. en tout cas, Alain Duhamel, il est quand même sur les ondes depuis avant la naissance de ma mère, pour vous dire. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment longtemps. Alors, avec tout le respect pour ma maman, j'ai quand même 35 ans, si vous voulez. Donc, ma mère n'est pas non plus née de la dernière pluie. Donc, voilà, le gars est sur les plateaux depuis plus de 60 piges. Et maintenant, il va venir analyser un petit peu le programme du PS face à Chloé Ridel. Et alors là, vous n'êtes pas prêts, les amis. On va vraiment pouvoir se régaler, j'ai envie de dire. C'est marrant parce que juste par rapport à tout ce que Zoé vient de dire, vous allez comprendre que c'est beaucoup trop à gauche pour Duhamel Ah et ouais. la famille. Voilà, c'est... Ah ouais, là, Alain, il c'est- flippe là. Et ce qui est très intéressant, c'est justement qu'elle va vers un Duhamel présenter ce programme, parce qu'en fait, le jeu que Duhamel va jouer de c'est beaucoup trop à gauche, voilà, enfin, vous allez le voir, fait partie de la technique que Olivier Faure et sa team veulent imposer. Bah oui, c'est la strate. Je n'en connais que ce que j'en ai lu dans Libération, c'est-à-dire 4 ou 5 pages dont je ne prétends pas que j'en connais tous les détails. En revanche, je l'ai désolé, relu mais- plusieurs fois. C'est Mais un pardon, on va se manquer un peu d'Alain Duhamel très Oh, le vite fait, après on dinosaure, va sur quoi. le fond. Mais non, mais sérieux, le gars, il arrive, tu sais, il est invité sur un plateau d'une télé nationale face à une représentante nationale d'un parti. Il commence en disant ouais, bon, moi j'ai lu vite fait l'article qui est paru dans Libé ce matin, mais je l'ai lu plusieurs fois. Ok, Alain. Ouais. putain. Mais au cas où, tu sais, genre, en plus, un article de Libé qui parle du programme du PS, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est Oui. pas non plus une démonstration de Fermi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas Bah, très c'est- compliqué, quoi. Donc, Oui, puis je veux dire, c'est comme quand tu reçois le commercial de Sanofi pour lui demander quelle est la meilleure insuline à prescrire, quoi. Tu vois, c'est pas bon. c'est ça. programme de partis d'opposition, différent comme approche de ce qui, par exemple, après les législatives de 24, commençait à apparaître quand il a été question à un moment que pourquoi est-ce que ce ne serait pas un premier ou une première ministre de gauche qui forme le gouvernement. À ce moment-là, il était surtout question des synthèses ou des compromis qu'il était possible de faire. Là, c'est pas du tout ça. C'est un programme de gouvernement d'un parti d'opposition bien à gauche. Je dirais que c'est un programme de rupture, pas de rupture avec Voilà. l'ensemble de la société, mais de rupture économique nette, avec des choses qui se comprennent. Là, il panique un peu. Je Et- sens que vous et- arrivez à et- d'autres points, mais je vous suis. Et d'autres qui, disons, pour employer un mot modéré, bousculent. C'est-à-dire, Et ça, c'est Alain, fou. il flippe. Alain, il est pas bien. Il a la goutte de sueur là qui coule sur la tempe. Non, mais attends, ils vont aller taxer les riches et tout. Mais c'est quoi ce délire? Parce que donc nous, vous voyez, on trouve que c'est pas du tout assez. Mais alors pour Alain Duhamel, c'est déjà les chars russes aux portes de Paris Voilà. dans sa tête. Hein. Voilà. Donc là, il dit, il donne ce que Faure et Ridel sont venus chercher, effrayer le bourgeois Alain Duhamel, c'est-à-dire s'ancrer à gauche, montrer que le PS est vraiment ancré à gauche, donc partir de la gauche. Et donc, la rupture que le PS veut incarner, mais ça on vous le dit depuis le début, ce n'est pas une rupture avec le NFP et, on va dire, la transformation, enfin l'idée même de transformer le post-macronisme par la gauche, ou de refaire du parallèle, c'est de
faire une rupture avec Mélenchon. C'est la clé de Tondelier. Et donc là, ils créent un programme. Alors c'est ça qui est intéressant, ils l'ont créé à la va-vite. Tu sais, on n'en a pas entendu parler, puis il est sorti d'un coup. Les gens se sont dit, mais comment ça se fait ? En fait, ça se fait que Boris Vallaud vient de sortir son livre sur la démarchandisation, qui lui essaye d'avoir une ligne politique pareille aussi, ancrée à gauche, démarchandisation, remettre du bien commun, etc. Voilà, même un gars de droite. Il y a Hollande qui se lance très vite, donc il faut éviter que Hollande prenne la main et tire l'appareil du PS, qui n'a pas de programme, qui n'en avait pas jusque-là, trop à droite. Donc hop, on met un truc très à gauche pour pouvoir dire il n'y a pas que Vallaud qui réfléchit avec son livre à la con, là, regardez ce qu'on a fait avec Chloé, c'est super à gauche, voilà. Et empêcher Hollande de tirer le truc vers la droite. Donc là, hop, ça pop là comme ça. Je pense que ce n'est pas prévu comme ça, mais ils ont été obligés d'accélérer la manœuvre pour pouvoir continuer d'exister, quoi. Sur le plan fiscal, alors d'abord, ça c'est Voilà. vraiment... Je veux dire, s'il y avait un adjectif pour le Parti Socialiste en ce moment, c'est vraiment l'adjectif fiscal. C'est Il est paniqué, regarde, on voit la panique dans ses yeux. Et là, il pense à ses discussions avec le mec de sa nièce, tu vois. Il pense à ses discussions avec, parce que vous avez compris, hein, donc Amélie Oudéa-Castéra est la fille de la sœur d'Alain Duhamel. Et elle s'est maquée à un mec parce que elle s'appelle Castéra, à la base son père s'appelle Richard Castéra. Elle s'est mariée à monsieur Oudéa. Je vous rappelle que monsieur Oudéa, Frédéric Oudéa, c'est un mec qui a été PDG de la Société Générale pendant 20 putains d'années. PDG d'une des plus grosses banques privées de France, hein, d'accord ? Et maintenant, depuis quelques années, il est PDG de Sanofi. C'est ce gars. Donc, vous voyez un peu l'angoisse d'Alain Duhamel. Là, t'imagines, dans les repas de famille, ils sont là, ils discutent entre eux, ils sont là, non, mais comment on va faire et tout. L'enfer. Amélie Oudéa qui nous avait rappelé que quand même, elle n'était payée que 400 000 balles par an à la Fédération française de tennis, ce qui n'était pas beaucoup au regard de son talent. Mais tu fais quoi de 400 000 de nos jours ? Bon, 3 fois rien, quoi. Ouais, Tu pars quoi 3 fois en vacances. Tu changes la bagnole, mais bon, pour Ouais. un modèle d'occasion. Oui, c'est ça, quoi. Tu peux même pas acheter neuf. Alors, on va laisser Chloé nous répondre. Voilà, hein, Chloé, Zoé. Là, je suis à deux doigts de t'appeler Chloé. Hein, ou de l'appeler Comme Zoé. 80% des gens qui m'a appelé Chloé toute ma vie. Mais maintenant, tu sais, Zoé, c'est plus à la mode dans les gamines plus jeunes que moi. Donc ça va un peu mieux, mais on m'a vraiment appelé Chloé tout le temps. Et peut-être lui faire un compliment, elle l'appelait Zoé Ridel, je sais pas, on va voir. Mais voilà, donc le programme elle va répondre, Chloé, taxe Zuckman, impôt sur les successions, on l'a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ? Mais c'est un programme idéaliste, c'est un programme irénique, c'est un petit peu le programme d'un monde qui irait bien. Chloé Ridel. Ah, il parle Sur l'aspect lentement, fiscal, Ah oui, désolé, hein. Ah là là, il parle si lentement, mais c'est insupportable, Ah bah putain. oui, Désolée, mais bon. je me retiens depuis tout à l'heure, là, ça y est, j'explose. Ah là là, mais accélérez, je sais pas, mettez-lui un rouage dans le dos, là, tirez pour que ça aille plus vite, là, je sais pas, Non, faites un truc. c'est très risqué de faire ça avec Alain Duhamel. C'est trop chiant. Je parle à un médecin, accélérer le rythme d'Alain, il y a possibilité que ça pète, Zoé. Alors moi, je soigne tout un tas de gars qui ont le même âge qu'Alain Duhamel et je t'assure que comme ils n'ont pas eu la vie d'Alain Duhamel, ils sont pas en forme comme ça, là, à pouvoir venir parler très lentement en disant de la merde sur des plateaux télé, mais bon. Le Duhamelosaurus se porte très bien. Oui, c'est vrai. coup de barre à gauche et impôt en plus. Alors, d'abord, je vais vous répondre sur c'est un programme pour un monde qui irait bien, pas du tout, puisque nous partons d'une certaine analyse de l'état du monde qui, en l'occurrence, est très... Alors, l'analyse de l'état du monde d'Olivier Faure et de sa team, si tu veux, je me la tartine le matin. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Sa position sur la Chine, sur le Moyen-Orient. Allez voir la capsule de Zoé et Padu sur Chloé Ridel et son courage politique face au génocide israélien. Oui. Donc l'état du monde vu par Chloé Oui. et Olivier. Effectivement, je pense, Duhamel a raison, c'est un monde de bisounours. Ah ouais, mais la Palestine, quand même, c'est pas bien, mais ce serait bien qu'ils soient copains avec les Israéliens, même s'il y a un mur entre les deux. Non, vraiment, et on peut être colonisé sans être méchant, et on peut être colon sans être méchant. Non, mais vraiment, on en est là, hein, donc je suis assez d'accord avec le dinosaure. inquiétante. Nous pensons qu'il nous faut aujourd'hui engager un grand combat social pour la liberté, parce que nous ne sommes pas tous égaux face à la liberté. Ah oui. Ça, tu ne l'avais pas. Le nom du programme,
C'est bien de donner un nom au programme. Nous, on va en construire un programme avec La Brèche. Vous n'êtes pas prêts? On va trouver un nom. On ne l'a pas encore, on va trouver. C'est l'avenir en commun pour, tu te rappelles, la FI. C'était avec Roussel, les nouveaux jours heureux, là, Oui. tu te rappelles? Là, ça s'appelle Vivre libre, comme la chanson d'Angèle, tu vois. Alors, pardon, j'ai des filles qui écoutent Angèle, Elena, voilà, bref. Et donc, les chanteuses belges. Et donc, Vivre libre. Alors là, c'est marrant parce que c'est vraiment, pour le coup, des références, surtout en campagne présidentielle. Ça a été un slogan de Marine Le Pen, hein, libre, hein, je me rappelle, en 2017, ça devait être ça, ou 2012, je sais plus si c'était le cas. Vraiment, mobiliser la liberté aujourd'hui, c'est normalement un peu une logique de droite. Alors, ils vont essayer de mettre un truc de gauche, etc. Mais au fond de ça, c'est pas tellement qu'ils essayent de concilier les deux. Ce qui est intéressant, la liberté, c'est que c'est flou. C'est idéaliste, c'est pas concret, c'est pas matérialiste. Et là, on voit qu'en fait, leur programme, il est bidon et qu'ils sont incapables d'incarner vraiment un nouveau mode de production, un nouvel état du capitalisme. Ils vont dire autoritaire, machin. Non, ils vont dire ce serait bien que ce soit plus gentil et qu'on puisse faire plus de trucs, mais on sait pas trop lesquels et qu'on soit un peu plus libre. Parce qu'en fait, libre, c'est bien et personne n'est contre la liberté. Bah oui, c'est tellement évident que voilà, personne n'est contre la liberté. Même les droitards, les libertariens. Je rappelle que le parti de Milei s'appelle aussi Prône la liberté dans son nom de parti. Donc vraiment, ça, c'est vraiment le truc flou de valeur, d'abstraction, quand tu sais pas où tu vas, quoi. Bah oui, et puis la liberté, tu sais, c'est toujours liberté contre liberté en fait, hein. La liberté du patron de tirer de la plus-value de son salarié ou la liberté du salarié de ne pas se faire extorquer de la plus-value de son patron, la liberté de Gabriel Matzneff de violer des gamines ou la liberté des gamines de ne pas être violées par Gabriel Matzneff, bref. La gentilité, tout ça, gentilité. Oui. Et donc la liberté, voilà, donc ils vont mettre ça au cœur de leur programme. C'est assez étonnant, mais pas surprenant. Dans un monde où vous avez une liberté qui est de plus en plus réservée à quelques-uns, aux plus riches, aux plus puissants. Un capitalisme qui est devenu un capitalisme de prédation, où vous avez de grands États. Avant, il y a un capitalisme de donation. Je pense qu'au 19e siècle, tu vois, par exemple, le capitalisme, c'était vraiment cool, tu vois. Ouais, c'était vraiment vachement bien. Les gens étaient payés au tâcheronnage. Dans certaines communautés ouvrières de Paris, il y avait des mortalités néonatales à 90%. 90%. D'accord. Enfin, l'espérance de vie des ouvriers au 19e siècle dans certaines usines était pas en dessous, au-delà de... L'espérance de vie de certains ouvriers au 19e siècle était aux alentours de 35 ans. Au début du 20e siècle, il y avait des patrons de mines qui laissaient mourir des mineurs de coups de grison, des centaines de gars, qu'on laissait enfouis sous terre sans même essayer de les secourir. Ça, c'est l'histoire des mines de Courrèges. Parce que ça risquait de mettre en péril les installations et donc la possibilité du patron de faire de la plus-value derrière. De quoi tu parles, Chloé Ridel? Et surtout... C'est quoi ce moment où le capitalisme n'a pas aidé à un capitalisme de prédation, en fait? Et surtout peut-être qu'elle parle d'un état du capitalisme qui a été un petit peu moins, tu vois ce que je veux dire, destructeur de la santé, de l'économie. Mais ça, c'est que pour la France. C'est une vision tellement eurocentrée et impérialiste de croire qu'il y a eu un capitalisme tranquille. La prédation que Zoé décrit bien, là, qui était l'état de la nation, c'est-à-dire de gens ultra paupérisés, violentés, qui produisaient tout et qui n'avaient rien. C'est effectivement beaucoup plus équilibré dans la période fordiste, dont on a parlé tout à l'heure, à post-45, beaucoup plus de distribution, mais au prix de l'exploitation. Exactement. De gens. Au prix que ce qui se passait en France à un certain niveau, c'est-à-dire de gens qui consomment, qui ont tout et qui ne font rien, et avec l'inverse à l'échelle nationale, est devenu le standard à l'échelle internationale. Voilà, c'est les bienfaits de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, qui ne l'étaient pas d'ailleurs, la violence antisyndicale de Pompidou, du SAC, du général de Gaulle, etc. On parlait de ça, il y a toute une mythologie à déconstruire sur les 30 Glorieuses dans ce pays. Oui. Lisez les livres de Chamaillou là-dessus, c'est très intéressant. Ces classes-là un peu supérieures, éduquées, là, qu'on puisse profiter justement du post-fordiste néolibéral, mais ça s'appuie sur une prédation 100 fois plus violente du centre sur la périphérie. Donc vraiment, faire croire que le capitalisme n'est pas prédateur aujourd'hui, il est prédateur, il est, je cite Marx dans le texte, il est vampire depuis le début. Et c'est pas son rapport spécifiquement concret, comme nous on va dire par phase. C'est son rapport défini dans le livre 1 de vampirisation. Voilà, c'est son rapport abstrait, ça veut dire son rapport total, permanent. Il n'y a pas de capitalisme qui n'est pas vampire dans l'histoire du capitalisme. S'il n'est plus vampire, c'est qu'il n'est plus capitalisme. Donc vraiment là, il y a une fausseté absolue. De grandes entreprises qui cherchent à s'accaparer les ressources
de plus en plus rare sur une planète finie. Et ce capitalisme qui devient autoritaire concentre de plus en plus de richesses, emporte aussi avec lui la démocratie. Vous aviez une personne sur 4 dans le monde qui vivait en démocratie il y a 20 ans, c'est désormais une personne sur 2, maintenant c'est désormais une personne sur 4. Non mais là, tu vois, l'impérialisme du truc. Oui, il y avait une personne sur 2 qui vivait en démocratie, en démocratie libérale capitaliste. Voilà, voilà. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, la périphérie, contrainte aux mains du centre, c'est-à-dire empêchée de se développer, a mis des potentats, des dictates alignés avec le centre pour pouvoir extraire justement la prédation dont on avait avant, et que ces populations-là sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Et qu'en fait, ce qu'elle appelle dictature n'est que les relais de la périphérie qui seraient, pas disant, soit des démocraties libérales, mais dont ils se servent pour pouvoir faire leur prédation économique. Donc vraiment, mais là, c'est l'impérialisme qui vous parle. Vraiment, mais que ce soit sur le plan matériel que sur le plan idéologique, quoi. Et donc, non, le monde ne va pas bien. Oui, le monde est inquiétant. Et oui, la France est très fracturée sur le plan social, sur le plan territorial et même sur le plan culturel. Et donc, c'est pour répondre à... Tiens donc. Qu'est-ce qu'on dit, là, du coup, là, Zoé, là, c'est à qui elle veut parler, là, quand elle parle de fracture culturelle en France Oui, elle veut parler à la droite, là, clairement. Peut-être qu'on mettra à l'extrême, mais peut-être que Olivier Faure dira que... Tu sais, te rappelles, il avait dit, dans les banlieues parisiennes, des gens se sentent grand remplacés. Il existe aujourd'hui des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent se sentir exclus. Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers. Peut-être c'est ça dont tu parles avec... On sent les petits appels du pied. Voilà. Voilà. Et la fracture sociale, c'était c'était le slogan de Chirac. C'est ça. Chirac, grâce à Emmanuel Todd, d'ailleurs. Nous avons choisi de faire et de... Emmanuel Todd, toujours dans les bons coups. Je ne vais pas proposer aux militants socialistes de faire de la liberté une grande lutte sociale parce que, encore une fois, il faut qu'elle soit réelle pour tous dans un monde où elle devient un luxe pour pas qu'on parle en l'air. Les gars, je coupe là, mais c'est marrant. Mais vous voyez, tu vois, c'est intéressant cet ancrage à gauche et le côté vivre libre qui va essayer de chercher. Là, ils essayent de trouver une synthèse. Alors moi, je pense que c'est un peu grossier, c'est grosse ficelle. Là, Faure et Ridel, ils essayent de parler à des macronistes. Tu sais, la liberté, c'est quelque chose qui va, voilà. Et parler au NFP, tu vois, donc... c'est un peu trop capillotracté, comme on dit. Mais voilà, ils essayent de faire le de s'ils avaient dit l'égalité tout de suite. C'est le nom du programme. C'est sûr, le macroniste, il ouvre même pas le livre, quoi. Tu vois, donc... mais vivre libre, tu vois, ça leur parle, quoi. Tu vois. Oui, sachant que, tu sais, quand on parle de macroniste, en fait, c'est un peu un abus de langage. Les électeurs qui ont voté Macron. Voilà. Et qui, en fait, dans la majorité, ne veulent plus de Macron, même ceux qui ont voté pour lui, en réalité. Et donc ça, c'est aussi un truc à comprendre sur la strate du PS, là, qu'ils sont en train de faire, c'est récupérer cette partie du NFP qui peut parfois voter France Insoumise, mais qui est très unioniste, qui est moins à gauche aussi, et cette aile gauche du macronisme, qui sont des déçus, et en fait, on sort, Chris l'a dit au départ, mais de 10 ans de Macron. Les gens ne veulent pas refaire du Macron. Les anciens électeurs de Macron ne vont pas voter pour un projet macroniste, en fait. Mais ils ont quand même des structures mentales, des visions du monde, etc., qui vont leur faire aimer un Glucksmann, un Attal, ce genre de personnes. Et donc là, tout le jeu du PS, ça va être d'essayer de récupérer sur leur droite et sur leur gauche, comme ça. Enfin bon, sur leur droite, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais voilà, récupérer ces deux électorats et les allier dans un même programme. Donc là, ils mettent un coup de barre à gauche, ça fait beaucoup parler, etc. Et puis petit à petit, ils vont refluer pour pouvoir trouver cette espèce de position centrale qui va leur permettre de capter cet électorat. En tout cas, c'est ça qu'ils vont tenter de faire. Ouais, tu le dis bien. Et c'est ça le problème du en même temps macroniste. C'est qu'à un moment donné, il a vraiment cru pouvoir allier des gens qui se disaient non mais la droite ça peut plus marcher, il faut quand même des valeurs de gauche, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et puis d'autres de gauche qui se disaient non mais la droite, faut quand même un équilibre, faut quand même empêcher l'extrême droite, tu vois. C'était ça le Macron de 2017. Quand vous faites ce en même temps là, quand ça échoue, à la fin, vous avez les gens du en même temps de gauche qui se disent, et surtout que là en plus on a vraiment un échec matériel, quoi. On voit que le chômage n'est pas résorbé, enfin on voit que le Mozart de la finance en fait n'a rien résolu, donc il y a des gens qui se disent mais en fait non, on est allé trop loin dans le libéralisme, en fait c'était pas du en même temps gauche-droite, c'était que de la droite, et donc eux vont vouloir revenir vers la gauche. Puis d'autres effectivement
qui disent non mais attends, on n'a pas assez libéralisé, moi je pensais que c'était vraiment un néolib, voilà, et donc ils vont aller vers beaucoup plus à droite, voilà. Mais croire que Macron a déporté toute une masse de gens à droite, c'est faux. On l'a vu d'ailleurs au NFP. Quand il a appelé à voter le NFP, il y a toute une masse de gens qui ont préféré voter pour le NFP plutôt que pour le Rassemblement national. On le sait aussi que c'est très poreux, on l'a vu entre les Verts. Les Verts ont un électorat très macroniste. On l'a vu en 2019 avec Jadot quand ils ont pris plein de villes et quand ils ont été en tête aux européennes. Et là, aujourd'hui, quand ils se positionnent trop à gauche, comme Tondelier ou comme dans leur gouvernement, et ben en fait, ils se sont fait prendre. Et nous, on l'avait montré avec Zoé. Leurs villes ne sont tombées qu'à des macronistes. Voilà. Donc il y a cet espace-là sur lequel, en fait, il va falloir trouver et l'équilibre et l'incarnation. Là, le problème de force, c'est que l'incarnation, lui, il n'en a pas. Je vous propose peut-être qu'on regarde quelques-unes des mesures. Les mesures, on l'a déjà fait. Donc Oui. nous, on va reprendre une question que elle, Dinosaurus, comme on l'appelle, pose rapidement à Chloé. T'es prête pour la question ? Ah oui, je suis sûre qu'elle va être bien. Pression de l'être. Alain Duhamel, est-ce que pour vous, c'est un projet que pourrait porter, je sais pas moi, François Hollande? Non. Je sais pas, moi, au hasard, François Hollande. Là, que dit le Dinosaurus ? Non, ça, franchement, non. D'ailleurs, c'est assumé. On n'aura pas tout perdu, on sera d'accord avec Duhamel dans la journée, Zo. Puisque c'est un projet qui ne veut pas être social-démocrate. C'est un projet de rupture, de rupture démocratique, je ne dis pas le contraire, hein, mais de rupture. Alors, évidemment, les mesures qui sont citées, on se dit, ça concerne d'abord les grandes fortunes. Bon, c'est l'évidence dans ce qui est proposé. Mais il y a ce qui a toujours été, au Parti socialiste, que je suivais de près quand vous n'étiez pas encore né, il y a... Nino Daron. Genre, il croit que c'est un argument. Je suis pas sûr. 90% de la population n'était pas née alors quand tu as commencé à discuter. Regarde, il va revenir sur sa peur, sa grande peur. Un tropisme fiscal qui... Ah, la feuille d'impôt, hein. C'est le mec de ma nièce, il est en panique. Désolé, il y a le PDG de Sanofi qui m'appelle là. Il me dit dis donc tonton, comment on fait? Non, là, c'est trop marrant. Je n'aurais pas laissé la réponse, mais moi, ça me fait rire. C'est fiscal. Mais c'est vrai que là, on est dans la déclaration d'impôt en ce moment. Vous avez reçu chez vous ceux qui payent des impôts, même ceux qui n'en payent pas, je crois. Voilà, donc là, il a dû la recevoir. Et je vous le dis, la déclaration d'impôt de Duhamel, c'est pas la même que la vôtre. Hein. Il y a des annexes. Il y a, voilà, faut avoir des conseillers. Il y a des 2000 machins, des 2000 trucs, des 2000 bidules, des machins. Il y a des avocats fiscalistes qui bossent dessus et tout, t'inquiète. Il y a des cabs qui se disent yes, les gars, on a 2 semaines de boulot payé là, à 5. C'est-à-dire que le mec, même en payant 20 000 balles des gens, il économise quand même de la thune. C'est ça. Ah oui, non, mais donc, c'est pour ça, là, il est un peu inquiet. À Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit vous-même que vous aviez voté Mélenchon, je crois, 2 fois dans votre vie. C'est rappelé ce matin dans la presse. Est-ce que c'est un programme fait aujourd'hui pour permettre aux candidats socialistes, quels qu'ils soient, d'être au second tour et pas Jean-Luc Mélenchon? Mais déjà, c'est nécessaire. Il faut que le Parti socialiste reprenne une place première à gauche. Moi, c'est pour ça. Voilà, donc je sais pas qui aurait pu dire ça il y a 1 an, mais du coup, oui, c'est ce qu'elle va essayer de faire, effectivement, de reprendre. Regardez ce qu'on a dit, ce qu'on vous dit depuis le début. Reprendre l'hégémonie à gauche. Donc, pour reprendre l'hégémonie à gauche, on ne peut plus contester le NFP. Le NFP, pourquoi les gens ils disent mais ils vont essayer, ils vont pas vraiment le faire, ils vont faire semblant, blablabla. Mais ça veut rien dire. Personne ne sait. Qui va appliquer son programme. Même les gens qui vous êtes full insoumis, vous adorez ça, mais vous y croyez, moi aussi j'y crois, allons-y. On ne sait pas si la France insoumise va appliquer son programme. On y croit ou pas, vous voyez, c'est pas le problème. Et il n'y a pas, comment dire, en France, 40 millions d'électeurs qui regardent nos vidéos de Plus Jamais PS et qui savent qu'ils vont pas appliquer le programme. Il y a des gens, les campagnes présidentielles, ça sert à emmener les gens vers une certaine vision du monde. Ce que doit faire le PS pour pouvoir exister, c'est effectivement ne pas être la France insoumise, mais ne pas être macroniste, trouver un espace de gauche qui emmène des gens dans le post-macroniste, quoi. Et là, c'est ce qu'ils essayent de construire.
pour ça que je suis au Parti Socialiste. Excusez-moi, je ne suis pas à la France Insoumise. J'ai fait ce choix à un moment où, pour beaucoup de gens de ma génération, ça n'allait pas de soi. Et je l'assume et je ne le regrette aucunement parce que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est le principal boulet qui empêche la gauche de revenir au pouvoir dans notre pays. Et Quand vous avez Et tu vois, la Alors que rupture François avec- Hollande, c'est pas un boulet. Non, c'est ça. Alors pour elle, c'est aussi un boulet, hein, je pense. Hein. Donc Bah, de pour le fou, coup, oui, oui, de pour fou. le coup, là-dessus, on peut. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un boulet qui l'emmerde plus aujourd'hui. C'est plutôt Hollande que Mélenchon, tu vois. Mais on voit vraiment la stratégie de vouloir être la gauche, vouloir être le NFP, vouloir être le post-macronisme, mais ne pas vouloir de Mélenchon, quoi. la voté pour vocation Ce qui, Oui, veut vous dire, savez. ce qui veut dire quand même ne pas vouloir de l'avenir en commun. Enfin, faut être honnête. pas ça. La vocation Ouais. du socialisme a toujours été de transformer l'ordre économique et social. Et aujourd'hui, on est face à une radicalisation. Alors, sa vocation, oui. Son bilan, pas tout à fait, pour le Non. coup. Voilà. Du capitalisme, de la mondialisation, qui frappe d'abord les plus pauvres, qui les menace dans leur vie quotidienne. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui, Coup de dans le gueule. monde qui est le nôtre, de politiques de justice radicale. Et c'est vrai sur tous les sujets. C'est vrai en matière de pouvoir d'achat, pour réduire les dépenses contraintes qui pèsent sur la vie quotidienne des Français, le logement, l'énergie. Il faut des politiques de puissance publique fortes. C'est vrai aussi pour résorber les fractures sociales et territoriales qui défigurent notre pays. C'est vrai pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Nous avons Ouais, et vont sortir tous les dog whistles du NFP. Le but, c'est de... Et, voilà. Et comme je dis, le NFP, on peut pas faire sans. Il y a littéralement près de 10 millions de gens qui ont voté NFP en 2024. Donc, vous n'existez pas à gauche si vous vous dites... On s'en bat les couilles du NFP, on va trouver des électeurs ailleurs. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils jouent cette carte-là. Et que la FI doit compenser des gens, si eux le jouent bien, solidifier leur base et compenser des gens qui vont partir chez ces gens-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les gens disent « Ah oui, mais ils ont fait 1,7% en 2017. » Mais pour la simple et bonne raison que Macron existait encore en 2017. Les gens oublient ça. Si Macron se représente en 2027, moi je le dis clairement, il n'y a pas d'espace entre Macron et Mélenchon. Donc le PS sera destiné à faire 3-4, enfin à additionner avec les autres. Là, ils ont fini à combien au tour si on les additionne, Roussel, Jadot, 6-8, quoi, voilà, un truc comme ça. Donc il n'y a pas d'espace. Mais là, il n'y a plus Macron. Il n'y a plus Macron. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Macron n'existe plus et personne ne peut se targuer d'être le nouveau Macron et d'avoir le même espace que Macron incarnait, surtout en 2017. Philippe est trop à droite, il revient vers le centre-droit classique, et au centre-gauche, il n'y a plus rien. Et un Bayrou n'existe plus, il est mort en étant... voilà. Tu sais, Bayrou, à un moment, il tenait un centre-centre, quand il avait fait le Modem en 2007 et tout, il sortait un peu de la droite et tout. Voilà, donc il y a un espace ici que des gens vont essayer de conquérir et qui pèse quand même. Si vous prenez les 6-8 là, non mélenchoniens de 2017, plus une base de Macron qui pèse, oui, au moins 12, 13, 14, 15%. Et c'est pas rien du tout. Et cet espace-là, juste pour se finir, quand cet espace pèse 12, 13, 14, 15%, c'est plus difficile de voir chez Mélenchon le vote utile. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les 3-4 points, nous ce qu'on estime 3-4 points de vote utile, eux ils vont l'estimer à 7-8, mais voilà, les 3-4 points de vote utile, eux, eh ben, quand les deux sont équilibrés, eux peuvent basculer sur l'autre côté, quoi. D'où le fait qu'ils doivent garder leur ancrage à gauche. Donc c'est très important cette stratégie de comprendre que ce qui fera la différence à la fin, c'est l'énergie de la transformation. Et aujourd'hui, le cœur du programme de la France Insoumise était adapté en 2017, avant le macronisme, avant les grandes crises mondiales, avant la reconfiguration impérialiste, avant les crises absolues qui attendent le capitalisme devant lui. Aujourd'hui, il n'est pas assez puissant. Il faut qu'il aille transformer l'appareil de production de manière bien plus radicale, parce que sinon, il se fera trouer par le PS et il se fera aussi trouer par le pacte raciste, quoi. Et tu vois, là-dessus, parce que je pense qu'on en reparlera, parce qu'il y a beaucoup de cadres de LFI qui, depuis la sortie de ce programme, réagissent, etc. Il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites, mais ça va être trop long pour en parler dans cette vidéo-là, donc on en parlera dans une autre vidéo, je pense, un de ces quatre. Mais tu vois, moi, j'ai beaucoup vu ce truc de dire, voilà, de toute façon, en gros, ils copient un peu la FI, et les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Et en fait, c'est ça, cette phrase, ils préfèrent l'original à la copie, elle est répétée en permanence, mais elle est assez fausse en réalité. L'exemple parfait de ça étant Sarkozy 2007. C'est ça. Sarkozy 2007,
il va clairement chasser sur les terres du RN, du FN à l'époque. Clairement, hein, c'est extrêmement visible. Et non, les gens préfèrent pas l'original à la copie. C'est Ils ça. se disent ah ben il y a cette forme de radicalité qui me plaît, qui m'attire, etc. Mais venant d'un parti institutionnel qui a déjà pris le pouvoir avec une stature d'homme d'État, un homme qui a déjà été ministre de l'Intérieur, etc., etc. Et boum, Sarkozy réussit à se faire élire après le quinquennat Chirac. Donc non, la phrase « on préfère l'original à la copie » n'est pas vraie. Il ne faut pas penser sa stratégie politique avec cette phrase qui est une phrase fausse. Qui est une phrase fausse. En plus, tu prends un exemple qui est parfait. T'es trop forte, voilà, mais... Merci. non, mais c'est un exemple... Il va à Colima s'il dit pas ça, hein, C'est ça, évidemment, vous exactement. savez. En plus, c'est le même parti qui était sortant. Tu vois, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que Ah, mais c'est le tour de force Là- qu'il arrive à faire. là, les gens se disent « Ouais, mais le PS, on sait son bilan. » Mais le PS, là, il y a 10 ans d'inexistence, il se refonde à gauche, il participe au NFP, voilà, il y a tout ça. En 10 ans, des choses se transforment. Des gens ont oublié ce qu'était le PS, c'est pour ça que nous, on fait des rappels. Voilà. Et que notre campagne Plus Jamais PS, je pense qu'elle était justement nécessaire vu l'état des forces, là. Mais Sarkozy arrive à pomper le RN sur ses thèmes, c'est-à-dire à remettre des gens déçus du chiracisme du même parti, de l'UMP, en allant chercher les thèmes ailleurs, et il refait élire le même parti après 12 ans de déception des gens qui avaient voté à droite, pour ce que dit Zoé, la fracture sociale, c'est-à-dire un vote populaire de droite qui avait déçu en 12 ans, et il arrive à remettre 5 ans de droite le même parti, juste en allant pomper les thèmes et en se plaçant bien. Donc vraiment, cette idée de l'original à la copie, c'est vraiment n'importe quoi de A... Allez, je le refais parce qu'on me dit que je le dis souvent, mais voilà, c'est n'importe quoi de A à Z. Ça n'est jamais existé. Effectivement que des thèmes, voilà, à la fin, quand les gens disent « Oui, mais maintenant, LR, il court après le RN. » Oui, mais maintenant, LR est démonétisé. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, le sarkozysme a échoué, la droite a échoué, donc ils vont pas la refaire une autre fois. Voilà. Mais là, un PS post-macroniste, refondé à gauche, avec des expériences d'union de la gauche entre les deux, ce n'est pas le même PS sorti de Hollande. Et c'est ça qu'ils vont essayer de vous faire croire. Et c'est pour ça que Hollande lui-même a ses chances, parce qu'il arrive 10 ans après son bilan, quoi. Bon, en tout cas, on va continuer à suivre ça de très très près. Vous savez que le PS est dans notre viseur depuis un petit moment et que c'est pas un hasard, c'est qu'on pense vraiment qu'il y a un risque que ces gens reviennent et qu'on n'a pas envie. Ce serait une catastrophe pour la gauche, évidemment. Et là, en plus, là, c'est la première mouture du projet, mais il y en a d'autres. Il y a Vallaud qui commence à présenter son projet. Vous avez dû voir Boris Vallaud parler de démarchandisation. Alors moi, ça m'intéresse. Vraiment, ça, c'est des dog whistles de coco, hein. Donc, C'est ça. on va aller. C'est pas la fracture sociale et la liberté, c'est autre chose. Donc voilà, on va regarder. Alors évidemment, nous n'avons absolument aucun doute sur le fait que Boris Vallaud, si un jour il est au pouvoir, il va nous baiser la gueule. Hein. Ça, y a pas de problème. Mais on va regarder quelle va être sa technique pour essayer de venir au pouvoir pour nous niquer. On va regarder parce que là, en plus, il y a des tractations, il va y avoir des consultations, etc. Donc on va suivre ça de près. Vraiment, restez connectés, les copains. Il me reste à vous suggérer, si vous souhaitez faire partie de notre campagne anti-impérialiste, le printemps anti-impérialiste de la Brèche. Vous l'avez vu, Chloé Ridel n'a pas compris quelle était sa place dans le centre impérialiste, hein, ou alors elle l'a très bien compris et ça lui va très bien, c'est possible aussi. Hein. Et donc, nous sommes en pleine campagne pour ça. Vous allez voir, on va vous proposer des contenus. On va faire des contenus sur la chaîne On ne veut plus. On va faire des contenus dans la revue Position Revue. On va faire un gros événement qui aura lieu à la toute fin du printemps, dont on a hâte de pouvoir vous parler, où on va vous présenter un truc sur lequel toute une équipe travaille depuis des mois et qui, je pense, va être assez incroyable. On est très très content de ce qui se prépare. Donc voilà, restez connectés. On vous tiendra au courant dès qu'on aura plus de précisions et tout ça pour vous dire de réserver votre date, évidemment. Et comme à chaque fois qu'on fait des campagnes, ça s'appuie aussi sur des campagnes de collage. Vous pouvez bien sûr rejoindre les groupes de collage. Vous avez les magnifiques affiches faites par le graphiste Mine, le graphiste de la Brèche, qui sont disponibles. On vous les fournit gratuitement si vous faites un petit collectif qui peut s'organiser pour coller. Vous allez sur le site On ne veut plus, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez vous greffer à un groupe existant ou créer votre propre groupe si vous êtes une quinzaine de personnes. N'hésitez pas à nous contacter
encore une fois via le site onneveutplus.fr. Vous pouvez également aller voir les contenus, les interviews qu'il y a sur la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez, si vous voulez soutenir tout le travail de l'asso, le faire sur notre Tipeee. Ce sont vos dons récurrents qui nous permettent de faire tout le travail qu'on fait. Merci beaucoup à ça. Vous pouvez, j'ai oublié, aller voir les podcasts de la revue Position Revue. Le premier épisode est sorti il y a quelques semaines. Le deuxième épisode va bientôt sortir et on en a encore d'autres dans les cartons. Pour tout ça, encore une fois, c'est le Tipeee qui est la meilleure aide pour nous. Et sur ce, les amis, il me reste à vous dire à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.